mercredi novembre, Guinée Info, les titres, je ne vous l'apprends pas, l'hypertension artérielle est aujourd'hui l'une des principales causes de consultation en Guinée. Elle endeuille plusieurs familles. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie? Comment l'éviter? Point complet dans ce journal. Nous irons à Timbi Madina où on tente de créer un répertoire des usagers du sous-bassin de la Féboré. Pendant que la gestion des ressources en eau reste un défi majeur de la planète, on fera le point avec Mamadou Alpha Baldé. Et puis sport avec en image la finale retour de la Champions League africaine. Le national Al-Ali remporte pour la 8e fois le trophée continental. Le club égyptien a battu son homologue sud-africain cet après-midi, 3-0. C'est le score final. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, rencontre de la présidente du CNT avec ses travailleurs. À quelques jours de la proclamation des résultats définitifs des législatives, Hadia Rabiatou Sera Diallo demande à son administration de rester au service de la future Assemblée nationale. On fait le point avec François Lama. C'est à la faveur de cette Assemblée générale que le personnel administratif de l'Assemblée nationale a témoigné de sa satisfaction suite à la signature par la présidente du CNT du statut général des travailleurs de l'Assemblée nationale, premier du genre, en Guinée. Ce statut qui était attendu est le fondement essentiel qui pourrait déboucher sur la création de la fonction publique parlementaire qui n'existait toujours pas dans le pays. Les travailleurs de cette administration vous rassurent par ma voix qui sont plus que jamais motivés et déterminés à poursuivre sans relâche ce noble et exaltant travail pour l'intérêt supérieur de la nation. Pour jouir des retombées de l'effort fourni par le CNT, la présidente a interpellé les travailleurs sur le bon travail et l'esprit d'équipe pour mieux servir la future Assemblée. Cette transition, c'est une école pour nous tous. Chacun de nous a appris. Sans vous, on n'aurait pas pu atteindre. Sans vous, on n'est rien. Avec les nouveaux députés, vous serez leurs yeux, les oreilles, les pieds, les mains. Vous avez besoin de ce statut pour vous protéger. La rencontre a été marquée par la remise de 200 ouvrages sur les questions de droits de l'homme à la bibliothèque de l'Assemblée nationale par le CNT à travers sa commission Réconciliation nationale et droits de l'homme. Chapitre santé de ce journal, c'est officiel. L'OMS et l'Ordre souverain de Malte s'engagent à lutter contre les maladies tropicales négligées comme la lèpre et la tuberculose. On pourrait aussi citer l'ulcère de Brûlis. Ces maladies menacent plusieurs Africains. En image tout de suite, la signature d'une convention par les deux institutions que notre reporter Soli de Kera a suivi pour nous. En dépit des efforts consentis par le gouvernement guinéen et ses partenaires pour l'atteinte des objectifs de santé publique, plusieurs maladies ne bénéficient pas encore de l'attention des décideurs pour leur éradication. Elles sont dites ainsi maladies tropicales négligées et affectent pour la plupart les couches déshéritées. Cette signature de convention entre l'Organisation mondiale de la santé et l'Ordre souverain de Malte porte sur l'élimination de 3 de ces maladies. Il s'agit de la lèpre, de la tuberculose et de l'ulcère de Brûlis. Tente de répondre d'une part aux cris de détresse des personnes souffrant de ces affections et d'autre part marque leur volonté de soutenir les efforts des autorités nationales en matière de santé. Nous répondrons toujours présents aux demandes de l'OMS, naturellement, et nous ferons de notre mieux pour répondre à son attente et assurer le docteur Zitsemele Kodi de toute notre attention et toute notre volonté pour coopérer avec l'Organisation mondiale de la santé qui veut bien nous accueillir par la signature de cet accord de coopération entre nous. Ce partenariat entre les deux institutions marque d'une part leur engagement à s'investir dorénavant dans la lutte contre ces maladies qui jusque-là constituent des facteurs d'exclusion sociale. D'autre part, il devrait permettre d'accroître le financement chez d'autres partenaires dans les efforts d'élimination des maladies tropicales négligées à l'instar du VIH et du paludisme. Je vous amène à Cancan et on parle encore de santé, cette fois de la campagne sur le cancer du col de l'utérus. Elle a été marquée à Cancan par cet engagement des femmes et jeunes de la ville de Nabaya à lutter contre la mortalité maternelle. Voyons tout ça avec nos envoyés spéciaux à Cancan. Mangafodé Touré, Sekou Sivi.
Ils sont autorités, ONG, femmes, jeunes, bref, la population de Kankan à se donner rendez-vous au Centre culturel régional pour le lancement officiel de la campagne de planification familiale et de dépistage du cancer du col de l'utérus dans la région. Le Batomba, comme on l'appelle ici dans la langue du terroir et qui signifie grand bateau, n'a pas manqué de passagers ce jour pour aller en croisade contre la mortalité maternelle. Pour la circonstance, des sketchs sont présentés par des associations de jeunes pour sensibiliser la population. C'est des femmes qui vivent avec des maladies à la maison et des femmes qui sont infectées mais qui ne savent pas de quoi elles souffrent. Les motiver, les sensibiliser ici, de venir faire les tests de dépistage du cancer du col de l'utérus, au fait qu'elles sachent réellement de quoi elles souffrent pour pouvoir prendre des précautions pour leurs soins. Les autorités de la région ont donné de larges informations sur la campagne et souligné la gratuité des services pour sensibiliser les populations de Nabaya à se mobiliser. Les décès des femmes et des enfants ne sont pas des fatalités. Ils peuvent être évités si l'on est bien planifié et si l'on se fait dépister à temps. Les populations sont ainsi informées et sensibilisées. Elles se précipitent enfin pour gagner le combat contre le décès des femmes. Nous les femmes, on doit se mobiliser comme ils l'ont dit, aller à l'hôpital, se faire visiter par le médecin. C'est pour cela que je suis là, voir ce que j'ai dans mon corps. Parce que moi, mieux vaut prévenir que guérir. De la maison des jeunes, les femmes ont rallié l'hôpital régional pour bénéficier des services de la campagne. Cette mobilisation prouve leurs réels besoins en matière de la santé reproductive. On boucle ce chapitre santé avec ce grand format de la rédaction sur l'hypertension artérielle. Elle est devenue une des principales causes de consultation en Guinée, je ne vous l'apprends pas. Plusieurs patients s'en plaignent et aujourd'hui, la maladie endeuille de nombreuses familles. Notre reporter Thierno Ousmane Diallo a cherché à comprendre les causes de cette maladie. Vous entendrez des spécialistes sur la question pour apprendre à éviter l'hypertension artérielle, devenue un problème de santé publique. Images et témoignages dans ce reportage. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces personnes qui s'y rendent quotidiennement pour des consultations. Ce matin encore, la journée s'annonce chargée pour le médecin cardiologue Sandy Kola Tolno. Le service qu'il dirige est l'un des plus convoités. Ces patients, des personnes atteintes généralement d'hypertension artérielle, une maladie due à l'élévation de la tension artérielle et qui affecte les yeux, les reins et paralyse une bonne partie du corps. Je vous dis tout simplement, si vous êtes venu aujourd'hui par exemple, si nous avons fait 15 consultations, vous allez voir que 8 consultations représentent, les motifs de ces 8 consultations, c'est l'hypertension artérielle. À vous maintenant d'imaginer. Ce qui fait à peu près, plus que même la moitié de la consultation, c'est lié à l'hypertension artérielle. Ça nous effraie, nous les spécialistes. À l'intérieur du pays, certains pensent pouvoir trouver le remède à cette maladie auprès de guérisseurs traditionnels comme Oumar Souman, à Tercé, à 50 km de Conakry. Ce confrère du service des sports est atteint d'hypertension artérielle depuis quelques mois. J'étais couché vers 2 h du matin. Ma femme a rêvé, en disant que j'ai un côté qui est paralysé. Et je me promenais avec un bois et une paire de plastique. Finalement, le lendemain, elle m'a dit de partir à l'hôpital avec mes frères. On est parti à la clinique Pasteur, la clinique professeur Sissé à Sangoya. Ils m'ont visité, ils m'ont fait le scanner, ils m'ont hospitalisé à l'hôpital Donka. Je suis resté pendant 1 mois là-bas. Après 1 mois, il n'y a pas eu de suite. Mes frères sont venus me faire sortir pour me faire diriger vers ce grand guérisseur. Mais si les guérisseurs traditionnels ont du succès auprès de certains malades, c'est parce qu'ils sont convaincus de traiter une autre maladie. Ici, l'hypertension artérielle a des dimensions mystiques. Si l'hôpital ne peut pas vous traiter, ceux-là avec lesquels vous travaillez doivent vous dire que c'est une maladie qu'on ne peut traiter à l'hôpital. C'est donc une maladie occulte à traiter chez les guérisseurs traditionnels.
parce que l'hôpital m'a fait Kanari Yalandi. Pour les médecins, l'hypertension artérielle est due en grande partie à notre choix alimentaire. Le mode de vie. Le mode de vie que nous menons, nous sommes stressés, nous mangeons beaucoup de sel, nous mangeons beaucoup d'aliments gras, on ne contrôle pas, les cubes magiques, on ajoute n'importe comment. Donc, ce qui veut dire, nous nous faisons prédisposer nous-mêmes à l'élévation des chiffres tensionnels. C'est pour cette raison, aujourd'hui, les cardiologues du monde entier, les spécialistes dans le domaine de maladies cardiovasculaires, sont en train de mener les propagandes pour que les gens diminuent la consommation du sel, pour que les gens diminuent la consommation des aliments gras, pour que les gens acceptent de se mouvoir, de pratiquer le sport, au moins la marche sportive que nous appelons la marche cardiovasculaire, au moins pendant 30 minutes par jour, que les gens abandonnent la cigarette et que les gens essaient de manger beaucoup plus de fruits et de légumes, presque tous les éléments qu'il faut pour protéger. Mais nous faisons le contraire. Des facteurs incontrôlables comme l'hérédité, le genre et l'âge peuvent être à la base de l'hypertension artérielle. Selon une récente étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'hypertension artérielle est à l'origine de 7,5 millions de décès chaque année dans le monde. Et puis je l'apprends au même moment que vous, des agents du CNLA sont en formation, une trentaine. Ils apprennent à utiliser le logiciel de gestion financière et comptable Tompro. Le projet est financé par le Fonds mondial Cheikh Sanoussi Sanko. Financé par le Fonds mondial, une trentaine de participants venus de l'ensemble des structures du Comité national de lutte contre le sida a bénéficié de cette formation au logiciel de gestion financière et comptable Tompro. La connaissance de ce logiciel est une valeur ajoutée à la capacité de ses agents. Donc Tompro est spécialisé dans la gestion financière et comptable des projets, c'est-à-dire des structures financées par des bailleurs de fonds tels que le Fonds mondial, la Banque mondiale, l'IDA, le FIDA, la BAD, etc. Donc on a introduit en fait dans notre logiciel les normes des bailleurs, si bien qu'une fois la comptabilité enregistrée, tous les états doivent sortir automatiquement. La connaissance de ce logiciel est un atout pour ses bénéficiaires qui pourraient s'affirmer partout dans le domaine financier et comptable. Nous nous estimons capables de mettre en œuvre ces techniques acquises et également les restituer aux membres de nos différentes structures. Après cette formation, je serai en mesure de mettre en œuvre et en valeur ce que j'ai pu apprendre ici. Le secrétaire exécutif adjoint a indiqué toute sa satisfaction. Nous pensons que cela doit être et sera une valeur ajoutée à vos compétences afin qu'en matière de gestion financière, nous n'ayons plus de problèmes par rapport à la remontée des justifs, aussi minimes qu'ils soient. La remise des certificats aux participants a été le clou final de cette formation au logiciel de gestion financière et comptable Tompro qui aura duré 2 semaines ici à Conakry. Je vous le disais en titre, la gestion des ressources en eau a été au cœur d'une mission de travail de la Direction nationale de l'hydraulique. C'est l'un des défis majeurs que la planète devra relever dans les années à venir, puisqu'un tiers des bassins versants ont perdu leur surface sur ces 50 dernières années. C'est un reportage signé Mamadou Alphabaldi. La gestion et l'utilisation efficiente des ressources en eau, un défi pour l'humanité. À travers le processus de gestion intégrée des ressources en eau appliqué dans plusieurs États africains, des spécialistes du ministère en charge de l'hydraulique discutent avec des élus locaux et agriculteurs de la sous-préfecture de Timbi-Madina de l'importance d'une gestion partagée des ressources hydriques et du code de l'eau en Guinée. Quand je vois ce qui se passe sur le terrain, et je comprends aujourd'hui qu'il y avait un code par rapport à ce cours d'eau qui n'est pas connu, même par la couche intellectuelle, même à plus forte les usagers. Je crois que c'est venu à point nommé. Comme nous sommes en communauté rurale, la majeure partie des gens, c'est des illettrés. Il faut qu'ils sachent que vraiment l'eau, ça appartient à tout le monde, ce n'est pas uniquement pour les humains. Timbi-Madina abrite le sous-bassin de la Fétoré et la localité est l'une des plus agricoles du Fouta. La mission a aussi évalué les différentes activités autour du sous-bassin en vue de mesurer leur impact sur l'avenir du cours d'eau. On a remarqué beaucoup d'actions, mais le plus important c'est qu'au niveau du sous-bassin lui-même, il y a quelques actions à mener dans le cadre de la gestion de la ressource elle-même en termes
frein de l'écoulement même de l'eau et aux abords de la ressource. Il faut vraiment qu'on mène des actions pour préserver cette ressource. Un comité de gestion du sous-bassin de la Fétoré devrait bientôt voir le jour. Sa mission, appliquer le processus GIR, gestion intégrée des ressources en eau, ce pour protéger de façon durable les écosystèmes et toutes les activités qui dépendent de ce sous-bassin. Restons à l'intérieur du pays. À Kankan, des paysans producteurs de la région étaient récemment en formation sur les bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires. Ils étaient une centaine et l'initiative est du programme d'appui à la productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest. Compte rendu de notre correspondant régional à Kankan, Fodé Bangali Fofana. Le développement agricole, comme l'affirment les spécialistes, est une activité très complexe qui prend en compte plusieurs aspects. L'un de ces aspects est la protection des végétaux. Cette protection des végétaux s'effectue avec des produits extrêmement dangereux. Satisfaire aux besoins alimentaires de la population, les services de l'agriculture se trouvent donc dans l'obligation de prendre des dispositions pour que la santé de cette population ne soit pas affectée. Nos producteurs sont en train de les utiliser depuis un bon moment pour la protection de leur culture. Et nous savons que leur utilisation mal gérée peut affecter la santé humaine et l'environnement. Il s'agit, à travers cette formation, d'outiller ces pratiquants à l'usage rationnel de ces produits toxiques qui contribuent à l'amélioration de la productivité agricole. Après Bofa et Kindia, Kankan a été la troisième étape de cette mission de formation pilotée par le Service national de protection des végétaux et denrées stockées. L'actualité nationale en bref et en image. Dr Cheikh Abdul Majid Kassobia a animé ce matin une conférence de presse sur les religions de Dieu ou la religion de Dieu. Le prédicateur congolais est à Conakry depuis quelques semaines. Cette conférence a mobilisé le public au palais du peuple de Conakry. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec Aboubakar Sidiki Kamara. Une page éducation dans ce journal avec cet appui de la Banque islamique de développement à l'enseignement primaire de Guinée. L'institution s'engage à construire des centaines de salles de classe et des dizaines de forages. À cela s'ajoute une assistance en manuel scolaire. On estime à 14 millions de dollars le coût de ce projet. Amadou Touraï. Des infrastructures de qualité au niveau de l'enseignement primaire pour permettre une scolarisation primaire universelle, c'est le défi auquel le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique se fixe. Pour le réaliser, les partenaires techniques et financiers apportent leur soutien à l'État. Le projet donc a été signé il y a de cela à peu près un an. Ça dénote déjà donc de l'engagement des deux parties quant à la réalisation de ce projet. Outre la construction des salles de classe, il est prévu dans la réalisation de ce projet la réhabilitation des infrastructures scolaires dans 34 écoles primaires, la construction de 72 forages, la dotation des écoles en manuel scolaire et la formation continue des enseignants et des directeurs d'école. Nous voudrions ici rassurer, en tout cas, nos partenaires, que le département ne ménagera aucun effort pour l'application des recommandations formulées par cet atelier. Le projet d'appui au programme du secteur de l'enseignement primaire couvrira certaines préfectures des régions administratives de Boké, Kindia, Farana et Zérékoré. Il prendra fin en 2017. Le ministre de la Justice échange avec les étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Les étudiants se sont intéressés aux insuffisances du secteur de la justice guinéenne. Le ministre s'est prononcé sur la question. Il envisage par exemple assurer la promotion de l'éthique et de la déontologie pour garantir l'état du droit en Guinée. Al-Gassimouba a suivi pour nous les échanges. Coopération allemande au développement GIZ à travers le projet régional de promotion de l'état de droit et de la justice en Afrique de l'Ouest appuie la mise en œuvre des initiatives de réforme de la justice en Guinée. C'est dans cette logique que le ministère de la Justice à travers la GIZ a tenu cette conférence en présence des étudiants et magistrats guinéens. Il s'agit fondamentalement de la question de renforcement de capacité, qui est de nos jours une expression très courante. L'approche GIZ de renforcement de capacité va au-delà de la simple acquisition de connaissances par des apprenants. Elle sous-entend d'abord
et surtout l'observation de l'utilisation de la formation, c'est-à-dire la qualification en milieu de travail, par exemple dans les juridictions. Au cours de cette rencontre, les échanges ont essentiellement porté sur la qualification du personnel judiciaire et le respect de l'éthique et de la déontologie. Nous avons un vaste programme de réforme de la justice. Donc aujourd'hui, nous nous approchons un peu de ces différents sites de formation, que ce soit l'université ou toutes les autres entités, pour qu'il puisse y avoir des échanges entre nos centres de formation et ces différents lieux d'enseignement du droit. Cette conférence a contribué à promouvoir l'esprit de remise en question, de dialogue, d'apprentissage continuel, gage d'une réussite dans l'acquisition et la consolidation des compétences. Les travaux du premier comité technique régional sur la protection de l'enfance ont pris fin à Mamou sur l'initiative de l'UNICEF. Les travaux ont essentiellement porté sur le renforcement du dispositif d'enregistrement des naissances pour lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants. Voyons tout ça en image avec notre correspondant régional, Mamadou Patibale. Le gouvernement guinéen, en collaboration avec l'UNICEF, a choisi Mamou pour abriter les travaux du premier comité technique régional sur la protection de la femme et de l'enfance. L'affaire de la protection de l'enfant doit être une préoccupation principale de tous les acteurs de la société. Ce n'est pas l'affaire d'un seul département, c'est l'affaire de tous les départements. Donc, il faut qu'il y ait une cohésion intersectorielle, multisectorielle pour la protection de l'enfant. Cette rencontre va permettre aux participants venus de Mamoun, d'Alaba et de Pita de définir de nouvelles orientations en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et promouvoir l'enregistrement des naissances dans leur communauté. Ma vision suite à cette formation est de retrouver des enfants dans la région qui jouissent pleinement de leurs droits et que ces droits soient connus de nos différentes populations, leur permettant de les respecter. L'UNICEF, principal bailleur de fonds, entend accompagner la Guinée dans l'élaboration du plan pluriannuel de coopération 2013-2014. Avec ce document, le gouvernement guinéen va promouvoir et intégrer tous les enfants abandonnés d'où qu'ils se trouvent dans la région administrative de Mamou. Les commandants d'unité de Conakry sont en formation sur le droit international humanitaire. L'initiative est du haut commandement de la gendarmerie nationale pour le respect des droits de l'homme par ses services. La formation se déroule à l'école nationale de la gendarmerie, c'est en Sonfonia, en haute banlieue de Conakry. Modino Diallo. Une journée pour former une cinquantaine de gendarmes, c'est une initiative du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, en collaboration avec la Croix-Rouge internationale. Une façon de permettre aux gendarmes de bien mener leur mission de maintien d'ordre dans le strict respect des droits de l'homme. L'objectif de ce séminaire mené par le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, est d'apporter une plus-value sur l'exercice du droit d'arrestation des personnes, le maintien de l'ordre, et la détention et l'usage de la force. Il s'agit véritablement de se conformer aux règles internationales dans ce domaine et compléter la formation technique qui est délivrée aux unités de maintien de l'ordre. Nous mettons les délégués de Croix-Rouge et le message sera transmis dans les unités et nous allons préparer le personnel pour que le fondamental qui est le droit international humanitaire soit respecté sur le terrain. À la fin de cette formation, ces commandants d'unité vont démultiplier les enseignements reçus dans leurs unités respectives à Conakry. Réunion du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en Guinée. Les échanges ont porté sur la qualification du processus, comme le montre ce reportage signé Alpha Kabinet Koulibaly. Cette réunion du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en Guinée (ITIE) était axée sur la situation de la collecte, de la réconciliation, de l'audit des données pour l'exercice 2011-2012, le compte rendu de la mission en Allemagne et le compte rendu de la commission de réflexion sur l'ITIE. Au cours des débats, les membres du comité de pilotage de l'ITIE ont fait des propositions pour qualifier le processus.
faire en sorte que la Guinée soit un pays conforme à l'ITIE. La Guinée soit un pays qui ait cette conformité-là. Mais nous sommes en train de travailler également avec le conciliateur de Mour Stephens qui réconcilie les paiements, comme je l'ai expliqué déjà, faits par l'administration publique, les paiements faits par les sociétés minières vers l'administration publique. Et il y a toute une réconciliation à faire et nous passons en revue depuis 2 ou 3 semaines tout cet exercice-là. Parce que la réconciliation, c'est pratiquement 50 à 60% de la validation ou de la conformité. Il a été également question d'attirer l'attention des sociétés minières qui n'ont pas encore déposé les formulaires certifiés au niveau du comité de pilotage, de les déposer le plus tôt que possible. Un mot de sport pour terminer en bref et en image avec la finale retour de la Champions League africaine pour son 8e sacre continental. Le national Al-Ali du Caire a remporté ce dimanche la Ligue des champions de la CAF en battant le champion sud-africain Orlando Pirates sur le score de 2-0. Au match aller disputé il y a une semaine à Johannesburg, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité, 1 but partout. Ce match retour joué au Caire a connu une affluence record, mais sous d'importantes mesures de sécurité. Il a aussi été marqué par le retrait de la scène du football du célèbre joueur d'Al-Ali des Pharaons, Ali Abou Treika, auteur des 2 buts égyptiens de cette finale retour. Le national Al-Ali du Caire jouera la très prochaine Coupe du monde des clubs qui regroupe les clubs champions des 5 continents. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Dubrika, à Koya et à Tougué. Restez fidèles à la télévision nationale.